Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition justement repoussée en raison de cette soirée de foot. Le 22e sommet de l'UA clôt donc ses travaux hier à Addis Abeba. Le rendez-vous appelait les participants à s'engager pour faire aboutir le rêve de la nouvelle vision 2063 de la Commission de l'UA, une vision qui s'articule autour de quelques ambitions, une Afrique unie, forte, intégrée, où il fait bon vivre nos envois spéciaux, Aoué Touré et Abdul Salam Bambara. Ce 22e sommet a bel et bien lancé le départ de la nouvelle vision 2063 de l'Union africaine. À l'unanimité, tous les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à réussir la transformation de l'Afrique en une Afrique unie, forte, une Afrique qui offrira de meilleures conditions de vie à ses populations. La fin des conflits, la stabilité et la restauration de la paix sur le continent ont été vivement souhaitées. À cet effet, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien, dans son discours de clôture, a ébauché des pistes comment y parvenir. Pour une gouvernance démocratique et inclusive, fondée sur l'état de droit, des libertés fondamentales, le respect des droits humains, en particulier ceux des femmes et des minorités, l'égalité entre les genres et la lutte contre la corruption demeure un impératif majeur. Pour préserver sa stabilité, l'Afrique doit aussi, avec détermination, lutter contre le terrorisme, quelle qu'en soit la forme, ainsi que les crimes transnationaux, les trafics d'êtres humains et de la drogue, ainsi que la prolifération des armes. Une vigilance permanente doit être mise contre le versement de rançons aux criminels de tous bords et une attention particulière doit être accordée aux jeunes afin de les préserver contre tout dérapage. Les chefs d'État et de gouvernement se sont donc donné rendez-vous dans 6 mois pour faire avancer, cette fois-ci, l'épineuse question de la mise sur pied de la nouvelle force africaine d'intervention proposée par l'Union africaine. Et à cette cérémonie de clôture, le choix a été porté sur le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour la lecture de la motion de remerciement de ce 22e sommet. Nous retrouvons nos envois spéciaux. C'est un Ibrahim Boubacar Keïta très ému qui a pris les mains de la tribune de la grande salle de plénière, désormais baptisée salle Nelson Mandela, pour exprimer toute sa fierté et celle du Mali. Permettez-moi de vous dire combien je suis heureux de participer pour la première fois, à ma qualité de chef d'État du Mali, à un sommet de l'Union africaine. Dans cette maison commune, je vous apporte ensuite, distingués invités, les salutations du peuple du Mali pour la solidarité que vous lui avez témoignée tout au long de la crise qu'il a éprouvée, tout au long de ces mois, de cette année de calvaire, de descente aux enfers. Par le passé, le Mali a eu à déployer des centaines de soldats sur le front de la lutte pour la paix, la liberté, dans différents pays d'Afrique et du monde. À son tour, il a été fabuleusement assisté. Et nous n'avons pas de mots suffisants pour remercier la communauté internationale. Le thème de ce 22e sommet, agriculture et sécurité alimentaire, dira le président de la République, est plus que d'actualité. L'Afrique reste plus que jamais menacée par les instabilités politiques, les guerres civiles, la faim et la montée du terrorisme. Donc, beaucoup reste à faire et selon Ibrahim Boubacar Keïta, il faut agir. Mon élection est récente, certes, mais le combat politique qui m'a valu, qui me vaut d'être ici, d'avoir le privilège d'être aujourd'hui à la tête du Mali, est un combat ancien, comme celui de bien d'autres que j'ai retrouvés ici, sur les bancs de l'Afrique, à l'Union africaine. C'est dire que j'adhère totalement à la conviction que le temps est venu d'accélérer l'histoire du continent, la marche du continent, le progrès du continent, son émergence tant retardée, alors que ses potentialités sont énormes. Time has come. Comme vous tous ici, je suis convaincu que l'intégration continentale, loin d'être facultative, est la condition sine qua non de nos survies
individuelle, de notre plein épanouissement collectif. Je renouvelle donc la totale disponibilité du Mali pour mettre en œuvre l'intégration du continent. Elle est possible, elle est plausible. Le président de la République, le connaissant, ne pouvait pas manquer une telle occasion sans s'arrêter un instant sur la mémoire de l'icône de la libération de l'Afrique, Nelson Mandela Madiba. À mon frère, le président Jacob Zuma, je réitère mes condoléances les plus sincères et celles de la nation malienne à l'occasion de la disparition d'un homme remarquable, Nelson Mandela. Le mot plein d'émotion et de vérité que le président Zuma a adressé à notre conférence nous a touchés, m'a touché au fond de mon âme. Tant ce mot était juste. Nous avons eu l'insigne privilège d'être témoins de ce qu'était Mandela, Madiba. Ayant eu le bonheur de l'accueillir durant 3 journées au Mali, qui furent pour moi plus que toutes les années de Sorbonne et d'autres universités. J'ai côtoyé là un homme, au sens plein du terme. Un homme, comme le disent les Grecs, un homme de bien. Les Grecs disent Kalos Kagatos. Madiba était un Kalos Kagatos. Dors en paix, Madiba. La décision de baptiser désormais notre salle des plénières par son illustre patronyme ne pouvait être plus heureuse. Merci à l'Algérie de nous l'avoir suggéré. Ibrahim Boubacar Keïta retourne donc à Bamako en chef d'État comblé pour une première participation à un sommet de l'Union africaine. Demain est attendue ici à Bamako une forte délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies et nos envoyés spéciaux à Addis Abeba ont approché le président de la République sur les enjeux de cette visite. Le Conseil de sécurité s'occupe de la question malienne à la demande du Mali, l'appui de la France depuis le début. Et aujourd'hui, moi je dis que nous sommes sous l'empire de la résolution 2100, laquelle a été essentielle pour ce qui s'est passé au Mali, pour la libération du Mali, pour la mobilisation de la solidarité internationale au chevet du Mali. Jamais dans l'histoire onusienne, on a connu une telle mobilisation de la communauté internationale de manière unanime en faveur d'un pays. À ce niveau du parcours, il est bon, il est séant, que le Conseil de sécurité vienne au Mali faire le constat de ce que nous avons réussi. Et ce que nous avons réussi est fabuleux. Qui, en 2012, pouvait penser qu'il y aurait aujourd'hui en Addis Abeba un chef d'État du Mali d'une légitimité en acier trempé après que des élections aient eu lieu au Mali, parlant au nom du Mali? Personne. Cela nous le devons au Conseil de sécurité et à ses décisions pertinentes. Alors que le Conseil de sécurité vienne au Mali faire un constat de l'état de la situation n'est que dans l'ordre normal des choses. Monsieur le Président, la question est posée parce que quand on sait qu'il y a un décalage aujourd'hui entre ce que les Nations Unies demandent et ce que Bamako propose pour le règlement de cette question, la région du Nord. Qui vous a dit cela? L'ONU met la pression pour que Bamako ouvre des négociations directes se basant sur l'accord de Ouagadougou. Moi, je vous dis, je parle en un nom élu du Mali et j'en ai toute légitimité et toute légalité. Je vous dis que nos rapports avec les Nations Unies se passent dans le plus grand respect de la souveraineté du Mali. Et vous le savez, je suis chatouilleux en matière de souveraineté. Tout le monde le sait. Les Nations Unies respectent cela. J'ai eu un entretien encore il y a 2 jours avec M. Yann Eliasson, qui est le président du secrétaire général Ban Ki-moon, ici, à notre sommet de l'Union africaine. Cela s'est passé tout à fait dans la plus grande cordialité et nous nous accordons parfaitement. On le sait, Urbi et Orbi, j'ai dit mes points de vue là-dessus. Mais mes points essentiels sont connus de l'ensemble de la communauté internationale. Le Mali ne connaîtra pas de partition. Le Mali restera uni, un et indivisible, Inch'Allah. Nous parlons au Mali de décentralisation, à pousser au maximum, pour que chacun, en le lieu où il se trouve, quelle que soit sa communauté d'appartenance, puisse vivre en paix et en confort dans un ensemble national cohérent, solidaire. C'est ça que nous cherchons. Et je crois qu'aujourd'hui, cette idée fait allègrement son chemin. Et je suis très optimiste pour la suite.
Et vous aurez l'intégralité de l'intervention du président Ibeka à la tribune de l'Union africaine après cette édition. Ici à Bamako, le traditionnel forum des directeurs de publication s'est tenu ce matin au centre d'Oliba et c'est le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement qui était l'invité de cette semaine. À cette rencontre, les échanges entre les hommes de médias et le ministre ont porté sur l'assainissement de la ville de Bamako, les forêts classées et plusieurs autres sujets. Selon Ousmane Ag Rissa, pour évacuer les ordures de 9 dépôts de transit du district de Bamako, le gouvernement a débloqué près d'1 milliard de francs CFA. Un reportage de Moussa Fane. La gestion des déchets au Mali, l'implication des privés dans la sauvegarde des forêts classées et le transport des ordures des dépôts de transit vers les décharges finales sont autant de sujets abordés au cours de cette rencontre. Une occasion pour le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Ag Rissa, de faire une mise au point. L'État seul aujourd'hui n'a pas les moyens, n'a pas les capacités de préserver nos forêts. Elles sont en train de disparaître tous les jours. Le service des eaux et forêts qui est chargé de cela n'a pas les moyens de le faire seul. Donc la loi nous autorise à développer des partenariats publics-privés. Le ministre a également expliqué les retards accusés dans l'évacuation des ordures de 9 dépôts de transit du district de Bamako. La loi, au niveau du ministère du Budget et des marchés publics, dit qu'un marché d'environ 900 millions, 1 milliard, ne peut pas être passé gré à gré. Donc du coup, on nous obligeait à rentrer dans la procédure de passation des marchés publics. Ça dure au moins 75 jours. Je dois dire que nous avons bénéficié de la compréhension et de l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui a accepté de faire financer ce fonds à hauteur d'environ 1 milliard de francs CFA. Concernant la journée nationale d'assainissement lancée par les autorités, l'objectif selon les ministres est de rendre nos villes propres. Il y a d'autres cérémonies à travers la capitale aujourd'hui, initiées par les quartiers eux-mêmes, par des associations, même par des particuliers, pour contribuer à l'assainissement de leurs communes, de leurs quartiers. En plus de ces initiatives, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a aussi élaboré des textes pour assainir les régions libérées du nord du pays. Le réseau d'appui au processus électoral au Mali livre ses conclusions au terme de son observation au cours des scrutins présidentiels et législatifs. L'ONG était ce matin devant la presse et c'était pour rendre compte de sa gestion interne et des appuis à lui accordés par les bailleurs de fonds à Lucien Touré pour le compte rendu. Le réseau peut se prévaloir d'une mobilisation financière d'environ 500 millions de francs CFA. À son actif, 2 programmes, l'un consacré à la mobilisation sociale pour une participation active au vote, l'autre étant consacré à l'observation électorale. Le réseau a pu jouer toute sa participation dans le réussite des élections présidentielles et législatives 2013 au Mali. Les 10 programmes sont financés par l'USAID, One World, le PAPEM PNUD ou encore Open Society. Au total, 7000 observateurs ont été mobilisés au cours des 2 tours de la présidentielle et des dernières législatives. Toutefois, le rapport du réseau APEM fait ressortir quelques recommandations. Nous pensons qu'aujourd'hui, on sort des élections législatives et les regards sont tournés vers les élections communales. Et après les élections communales aussi, il faudrait aller à la relecture des textes fondamentaux qui régissent la vie de notre processus électoral au Mali et puis la vie de la nation malienne. Nous parlons par exemple de la Constitution qui doit être relue, de la charte des partis politiques, de la loi organique qui porte sur les députés à l'Assemblée nationale. Il y a tout un arsenal juridique, un arsenal qui gère le processus électoral, le processus démocratique dans notre pays qui doit être revu. Et voilà les travaux de la 2e conférence nationale du parti Élément qui ont débuté ce matin dans la capitale des Balanzans. Les cadres du parti, les délégués venus de toute la région, les militants et sympathisants et amis des Éléments devraient échanger sur la structuration du parti, la réconciliation du Mali post-crise, les bilans et perspectives des élections. Correspondance depuis Ségou de Fousseni Samaké. C'est la capitale des Balanzans que le parti Élément a choisi pour abriter les travaux de sa 2e conférence nationale. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la structuration du parti, les informations relatives à la vie du parti et le Mali post-crise. L'événement nous donne à plus d'un titre un motif de satisfaction et de fierté, toute chose confirmant si besoin était encore la marche de l'objectif du parti à réunir chaque année ses militants et militantes autour des thématiques traitant la vie du parti
dans une certaine dimension de celle de la nation. Nos statuts ont prévu que chaque année, le parti se retrouve pour faire le point de ce qui a été fait pendant l'année et projeter les actions majeures à venir pour l'année afin que toutes les structures du parti, à l'intérieur, au niveau de la base, dans les communes, dans les villages, dans les quartiers, ensuite au niveau des cercles, au niveau des régions, au niveau national, qu'on puisse avoir les orientations nécessaires pour conduire le parti conformément à ses principes et à ses idéaux. Le parti Yelema compte tirer les leçons des élections passées et mieux aborder les prochaines élections locales qui seront des véritables tests majeurs pour les partis du changement. Leur attachement à ma personne, c'est d'abord leur attachement aux œuvres, à ce qu'ils ont pu voir de ce que je dis, de ce que je fais depuis maintenant une dizaine d'années au bénéfice du pays. Moi, je ne peux que les encourager à le poursuivre afin que tous ensemble on puisse se donner la main pour construire un Mali solide, un Mali qui ne va plus jamais être menacé comme ça a été le cas il y a quelques années, et un Mali qui donnera de l'espoir et de l'espérance à ses enfants. La conférence de Ségou, qui a enregistré la participation des délégués venus de toutes les régions du Mali, fait suite au congrès national tenu à Caille et la première conférence nationale à Koulikoro. Un signe de changement selon les responsables du parti. Le lancement hier à Tchomporosso, nous sommes dans la commune rurale de Djeli, du projet de maraîchage pour l'accroissement des revenus et de la sécurité alimentaire dans les communes de Djeli et de Téné. Et ce projet d'un montant de 200 millions de francs CFA est une initiative de la Fondation pour le développement au Sahel, FDS. C'est un partenariat avec le Fonds canadien au développement. Le projet concerne 8 groupements féminins des 2 communes. Correspondance Candicila. Pose de la première pierre délimitant les périmètres maraîchers à Tchomporosso, animation folklorique et des interventions, ce sont quelques temps forts de la cérémonie de lancement du projet de maraîchage pour l'accroissement des revenus et de la sécurité alimentaire dans les communes de Djeli et de Téné. Ce projet intégrateur qui a mobilisé les autorités administratives et politiques de sang, les notabilités et les populations bénéficiaires est une initiative conjointe de la Fondation pour le développement au Sahel, FDS, et le Fonds canadien au développement. Il vise à réduire la vulnérabilité alimentaire des populations de Djeli et de Téné en appuyant 8 groupements de femmes dans des activités de maraîchage. Nous venons appuyer les initiatives qui existent pour améliorer davantage ces initiatives. C'est ça la pertinence pour nous de ce projet. C'est un projet multisectoriel, des projets d'assainissement, d'hydraulique, de production de maraîchères, de création de revenus. Ce projet, dont le coût est estimé à 200 millions de francs CFA, concerne 360 bénéficiaires directs qui, au terme des 2 ans de mise en œuvre, disposent des compétences et l'appui nécessaire pour accroître leurs revenus et contribuer au bien-être des populations des 2 communes. Des défis non moins importants vous attendent. Il s'agit en somme de prendre à bras le corps cette opportunité qui vous est offerte. C'est à ce seul prix que vous bénéficierez d'autres appuis. Du maire de Djeli au président du conseil du cercle de sang, en passant par la représentante de la CAFO et des bénéficiaires, les représentants des chefs de village, tous ont salué cette initiative et l'engagement à la réussite du projet. 38 millions de francs CFA, le coût d'un lot de matériel informatique Luxe Development. Il vient d'octroyer aux autorités régionales de Gao, et c'est à travers le projet Mali 801. Le dit projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. C'est un reportage depuis Gao de Aïssata Saliou Maïga. Ces 43 ordinateurs portables, 5 imprimantes robustes, 5 photocopieuses et 14 imprimantes scanners sont offerts par l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement à travers le projet Mali 801. Le coût de ces matériels s'élève à 38 millions de francs CFA. Cette action se situe dans le cadre du soutien rapide aux autorités maliennes et aux services sociaux essentiels dans la zone post-conflit. Nous poursuivons notre action aujourd'hui sur la donation du matériel informatique qui rentre toujours dans notre objectif qui est de soutenir assez rapidement les autorités maliennes pour leur déploiement, pour la reprise effective des activités au nord. Grâce à ces
services sociaux de base de la région des Gao, dont l'hôpital, la direction de la santé, l'académie d'enseignement, la mairie et le conseil régional pourront améliorer leurs prestations au profit des communautés. Il vise la fonctionnalité des services afin que l'administration et les collectivités puissent reprendre leurs missions en faveur des populations. Plusieurs autres domaines sont intéressés par ce projet. C'est pourquoi les autorités y accordent une importance capitale. La réhabilitation des bâtiments administratifs endommagés lors de la crise. Un soutien au secteur de l'éducation par la fourniture des tables-bancs. Le projet Mali 801, qui couvre la région de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, prend fin en octobre 2014 après 18 mois de services rendus. Plan Mali et son partenaire de la Fondation Orange qui débloque 68 millions de francs CFA et c'est pour équiper les académies d'enseignement des régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Des tables bancs et de bureaux de maîtres qui vont améliorer la qualité des conditions de travail et des élèves et des enseignants et cela après la longue période de crise. Correspondance à Tombouctou de Yaya Tandina. Cette donation du Plan Mali et son partenaire Fondation Orange Mali entre dans le cadre des interventions du programme d'urgence. 1440 tables-bancs et 96 bureaux de maîtres sont destinés aux académies d'enseignement des régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Le Plan Mali a depuis 3 mois décidé de confier au menuisier métallique de la ville de Tombouctou la confection de ces mobiliers au grand bénéfice de tous les enfants dans la région de Tombouctou, Gao et Kidal. Car la vision de notre organisation est celle d'un monde dans lequel les enfants réalisent leur plein potentiel dans une société respectueuse des droits et de la dignité humaine. Ces équipements estimés à près de 68 millions de francs CFA sont répartis comme suit. 360 tables-bancs pour Gao, 180 pour Kidal et 900 pour la région de Tombouctou. Au nom de mes homologues de Gao et de Kidal, nous remercions Plan Mali et tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine de l'éducation aux côtés du gouvernement malien. Je suis convaincu que bon usage sera fait de ces équipements. Ces tables-bancs et bureaux de maîtres ont été confectionnés grâce à l'expertise des entreprises locales de Tombouctou. Arrivé au Mali en novembre 2013, El Salem Homes, une société de construction de logements sociaux, est officiellement installée dans notre pays. Le lancement de El Salem Homes dans le quartier général se trouve au Nigeria a lieu il y a vendredi à Amdalaï Asseyi. Ben Bade Odio, président de El Salem Homes, est au micro de Garibou Pérou. El Salem is a real estate development company. El Salem est une agence immobilière dont le but principal est de mettre à la disposition de milliers de personnes des maisons accessibles à tout le monde. La classe, la masse pour la masse, la classe moyenne, ensuite ceux qui sont privilégiés. Donc c'est pour toutes les classes que nous allons construire. Ce n'est pas un groupe seulement, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde aura sa part. Et ce n'est pas pour les gens seulement qui sont au pays. Nous avons un programme pour la diaspora. Ceux qui veulent avoir les clés en main, qui sont à l'extérieur, seront servis aussi, qu'ils soient en Namibie, qu'ils soient où qu'ils soient. Donc ils doivent penser qu'ils doivent avoir une maison derrière eux, chez eux. Donc il y a ce programme aussi pour la diaspora. Toute la diaspora aussi est concernée. Il y aura les clés en main. Il y aura pour la masse, il y aura pour l'élite, toute classe. Les maisons, c'est pour développer le développement des maisons. Il y aura de toutes catégories. Real estate developers, home builders association here. Les administrateurs de l'Institut géographique du Mali étaient réunis hier à leur siège. Ils faisaient le bilan des activités réalisées au cours de l'année écoulée. Ils présentaient également les perspectives de l'année en cours, dont le budget est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 1,319 milliard de francs CFA. C'est un reportage de Soko Nakamisoko. Cette année, le budget de l'Institut géographique du Mali a connu une augmentation de 24,50%. Au cours de l'année 2013, l'Institut a mené des activités comme l'élaboration des plans et les cartes thématiques pour les usagers, la formation des agents sur le fonctionnement des stations permanentes de GPS installées à Bamako et à Sénou, et ce n'est pas tout. Nous avons eu à effectuer les activités relançant
le projet de la réflexion de la cartographie de base. Comme vous savez, le Mali est couvert par une carte de base qu'on appelle la carte au 200 millième, qui est vieille à peu près de 50 à 60 ans. Donc, une nécessité de la refaire s'est posée. Et dans ce cadre-là, on a adressé une requête à l'Union européenne qui a vu une réponse favorable. Pour l'année 2014, l'Institut entend poursuivre les activités du projet de la réflexion de cartes de base. Un projet qui a démarré en 2012 et qui prend fin en 2015. En 2014, tous nos efforts seront axés sur ce projet. Parce que ce projet est capital. Pour la première fois, le Mali va posséder d'un outil qui est la carte, une carte actualisée et à jour, qui va servir de base ou bien d'aide à la décision. C'est dans ce cadre que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, rassurer la direction de l'Institut géographique du Mali du soutien total du département à accompagner la politique nationale de l'information géographique pour l'intérêt général de notre pays. L'Institut géographique du Mali, IGM, a pour mission de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale en matière de cartographie et de topographie. Le projet de transformation des sous-produits d'abattage envisage de construire courant 2014 une station d'épuration et un atelier de transformation des sous-produits d'abattage. Et ça va se situer à Sabalibougu. Ainsi en ont décidé les membres du comité de suivi de ce projet qui s'y sont réunis hier pour examiner le projet programme et les coûts des activités. Daouda Sidiki Diarra. Pour la deuxième fois, les membres du comité de suivi du projet de transformation des sous-produits d'abattage se réunissent pour faire les bilans techniques et financiers des activités de leur projet. Ils feront également le point d'exécution des recommandations de leur première session tenue en 2013. Le projet de transformation des sous-produits d'abattage a déjà enregistré des résultats très encourageants. C'est l'équipement de 18 centres d'abattage en petit matériel de récupération, de collecte et transport de sous-produits d'abattage. Le réaménagement du bassin de décantation et du silo de stockage des matières stercoraires de l'abattoir frigorifique de Sabalibougu. La formation des élus communaux, cadres de la Direction nationale régionale des productions et des industries animales de Caille, Ségou, Sikasso, Mopti et du district de Bamako. Les autorités du Mali ambitionnent de construire des abattoirs aux normes standards, c'est là pour favoriser l'exportation de la viande vers des pays de la sous-région et de l'Asie. Nous avons des opportunités aujourd'hui. Moi, je viens du Maroc. Le Maroc a exprimé le besoin d'avoir la viande du Mali. Ils sont prêts à avoir de la viande du Mali, mais abattue dans certaines conditions. Donc aujourd'hui, si nous avons un abattoir aux normes, on avait une santé animale maîtrisée, nous pouvons exporter de la viande sur le Maroc. Mais en attendant, en 2014, le projet a prévu de construire à Sabalibougu une station d'épuration et un atelier de transformation des sous-produits d'abattage. Il a également prévu de réaménager des bassins de décantation de Kati et de Sabalibougu, ainsi que la conduite de l'étude de réaménagement du système d'épuration des eaux usées de l'abattoir régional de Mopti. Le complexe minier de Loulo et de Gungoto qui a tenu cette semaine son conseil d'administration, c'était sous la présidence du PDG de la compagnie Randgold qui exploite les deux mines. Cette année, les deux mines donc prévoient une production de 640 000 onces d'or. Un reportage de Jafar Aïdara. Ce conseil d'administration du complexe de Loulo et de Gungoto s'est tenu dans un moment où plusieurs mines d'or rencontrent des difficultés liées à la chute du prix de l'or sur l'échelle mondiale. Le complexe de Loulo et Gungoto a pu se maintenir et a réalisé des extensions en 2013 des deux usines par l'implantation d'un troisième réservoir, d'une unité de broyage et des réservoirs de fuel. Morila paid $1 billion. Vrai challenge aujourd'hui pour Loulo Gungoto en tant que complexe, l'exploitation illégale si notre permis. Si vous regardez, c'est vrai, ce n'est pas pour nous en tant que compagnie. En réalité, les ressources appartiennent à l'État. Les mines de Loulo et de Gungoto ambitionnent cette année 2014 de faire une production de 640 000 onces et à achever l'usine de remblayage qui permettra de libérer des réserves substantielles des minerais souterrains qui va diminuer les coûts de production à travers la réduction du taux de développement. Loulo underground produced more than Gungoto. On peut dire que Loulo commence à produire plus
que Gonkoto, parce que Lulo a beaucoup plus de réserves que Gonkoto. Surtout à partir de la mine souterraine, on a produit beaucoup plus que Gonkoto. Depuis le début de l'opération à ciel ouvert, à la fin de 2005, le complexe Lulo-Gungoto a contribué pour plus de 500 millions de dollars à l'État du Mali sous forme de dividendes, taxes et a élevé le Mali au rang du 3e producteur d'or africain. En marge de ce conseil d'administration, Randgol Ressources a remis un chèque de 5 millions au conseil de cercle de Kenyeba comme appui pour la finition du motel en construction, un générateur pour l'électrification de la ville et un rapport sur l'éducation au directeur du CAP pour un montant total de 37 millions de francs CFA. La deuxième phase du projet d'appui aux initiatives de contrôle de l'action publique vient d'être lancée pour un coût global de plus de 150 millions de francs CFA. Ce projet sera exécuté en quelques mois par le groupe de suivi budgétaire en partenariat avec l'ambassade du Danemark. Il doit contribuer à promouvoir la bonne gouvernance au Mali. Batraoré. Pour le groupe de suivi budgétaire et ses partenaires, la reconstruction nationale passe par la bonne gouvernance. Cela nécessite plusieurs actions de la part des acteurs au développement. Le projet d'appui aux initiatives du contrôle citoyen de l'action publique phase 2 répond à cette préoccupation selon les initiateurs. Le projet vise essentiellement 3 objectifs. Tout d'abord, c'est de lutter contre l'impunité, de renforcer la redevabilité des institutions chargées de la mise en œuvre des budgets de développement, mais c'est également de contribuer au renforcement des capacités de la société civile en matière de contrôle citoyen de l'action publique. Dans le cadre de l'exécution du projet, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres des activités de formation et de suivi. Ces activités vont d'abord du renforcement des capacités des membres, et la relation d'études sur la cohérence entre le budget et le CSRP d'une part, entre le budget et les objectifs du millénaire pour le développement des OND, mais également il s'agit de mener ce que nous avons appelé la semaine de la transparence budgétaire, qui sera une occasion pour tous les citoyens de savoir ce qui se passe en matière de gouvernance des ressources publiques. Le projet ainsi lancé couvre l'ensemble du territoire national avec un accent particulier sur les régions du Nord selon les responsables. La Croix-Rouge malienne, en partenariat avec les Croix-Rouges françaises et néerlandaises, fait un appui au centre de santé de référence de la commune 1 de Bamako, une ambulance équipée qui a coûté près de 30 millions de francs CFA. Adama Koulibaly. Travailleurs du centre de santé de la commune 1, membres du comité de gestion du centre et population bénéficiaire, tous se sont retrouvés au centre de santé en commune 1 dans le quartier Kourefina pour remercier la Croix-Rouge et ses partenaires d'avoir pensé à leurs problèmes de soins de santé. Dans la commune, nous connaissons énormément de difficultés dans les références d'évacuation, c'est-à-dire le transport des malades des CESCOM vers le centre de santé de référence. Donc cette donation de cette ambulance toute neuve viendra renforcer nos capacités en matière de référence d'évacuation, va permettre à coup sûr de réduire la mortalité maternelle et non natale liée au retard. Donc l'acquisition de cette ambulance, avec du petit matériel également, va permettre de réussir le plateau technique, va permettre de réduire le retard et améliorer la santé des mères et des enfants dans la commune. Le centre de santé vient de recevoir une ambulance bien équipée qui, pour les bénéficiaires et les donateurs, pourra réduire les problèmes de transport dans leur aire de couverture. L'ambulance équipée a coûté 29 millions de francs CFA. Et en fait, on a fait ce geste, c'est pour essayer d'aider maintenant l'État malien et dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle et néonatale en commune et en commune 5 du district de Bamako. Les responsables de la Croix-Rouge malienne entendent mener plusieurs autres actions pour améliorer les conditions sanitaires des populations du district. Mali mode avec le pagne dans tous ses états. Le rendez-vous, c'était hier soir à l'Institut français du Mali. Un défilé de mode baptisé Pagne Folie, une initiative de l'agence Mali Mode Association et ses partenaires. Une soirée pour promouvoir, magnifier ces tissus très bien prisés par les Africaines. Retour sur cette soirée Pagne Folie, c'est avec Modibo Soirée.
Le tissu africain le plus populaire est certainement le pagne imprimé. Les motifs et les couleurs qui ne cessent de se réinventer s'adaptant aux cultures, aux moments et aux événements de la vie africaine. Et c'est justement pour mettre en valeur ces tissus tant convoités par les femmes que l'agence Malimode Association a initié cette soirée pour célébrer le pagne sous toutes ses facettes. Wax, Uniwax, Fancy, Itargate et bien d'autres labels correspondant à des qualités étaient au rendez-vous de ce défilé de mode. Pagne Folie, c'est après avoir remarqué qu'actuellement le pagne est une vraie tendance partout dans le monde. Donc nous avons voulu un peu amener ce nouveau phénomène-là à Bamako, montrer un peu au public bamakois tout ce qu'on peut faire avec cette matière. 6 stylistes et créateurs de la sous-région ouest-africaine étaient retenus pour animer ce défilé. Chacun a présenté une collection conçue spécialement pour cette soirée qui magnifie le pagne. Au total, une 60aine de modèles étaient proposés au public dans un mélange de pagne africain adapté à la coupe occidentale. J'ai été vraiment très épaté par ce que nos créateurs ont montré, parce qu'on a vu vraiment des créations assez futuristes. Il y avait des vêtements vraiment extraordinaires et je pense que le public a bien aimé. Pagne Folie, c'était aussi une exposition vente de bijoux et d'autres accessoires de mode confectionnés à base de tissus imprimés. Un studio photo était également installé où les spectateurs du jour pouvaient se faire photographier dans un décor pagne, le tout soutenu musicalement par le groupe Yala Folie qui a tenu en haleine le public. Pagne Folie, un événement qui intervient au moment où le pagne imprimé est la nouvelle tendance vestimentaire des femmes. Voilà donc un pari de gagner par Malimode Association à travers cette nuit où le pagne était mis en avant sous toutes ses formes. Voilà, vive donc le pagne. Maintenant le sport, athlétisme. Le marathon international Bank of Africa sera couru demain dimanche à travers notre capitale, Bamako. Les athlètes viennent des 10 pays où est implantée la Bank of Africa. Et sur le plan local, ils sont des milliers inscrits pour la compétition. À la veille donc de cet événement sportif grandiose, les organisateurs ont animé aujourd'hui une conférence de presse. Abdul Karim Kaba a suivi pour Mali Actualité. Les 806 athlètes de 11 pays, les organisateurs, à savoir la Fédération malienne d'athlétisme et le groupe Bank of Africa, sont sur la piste pour le démarrage de la 6e édition du marathon international Bank of Africa. Dans les inscriptions, nous avons 787 pour le marathon, les 42 km. Pour les 10 km hommes, nous avons 499 concurrents. Les 10 km pour les femmes, nous avons 335 concurrentes inscrites. Et sur les 5 km, les cadettes, nous avons 1404 concurrents. Et les 5 km pour les cadettes, il y a 909 candidates qui sont inscrites. Cette année, il y aura 2 départs. Les dames sur 10 km et les cadets, filles et garçons, sur 5 km. Ces 2 catégories, au nombre d'environ 3000 inscrits, constitueront le premier départ. Le second est pour le marathon proprement dit, sur 42,195 km, pour les hommes de plus de 18 ans. Les valeurs du marathon riment bien avec les idéaux de la Bank of Africa, d'où la pérennisation de la compétition. Le groupe Bank of Africa, créateur de la manifestation, mobilise chaque année tout son réseau en Afrique et finance le voyage et les séjours des participants étrangers. Cette année, cette mobilisation permettra de rassembler près de 50 personnes athlètes, entraîneurs et journalistes de 13 pays. Il a toujours affirmé que le groupe Bank of Africa est plus que jamais décidé à faire du marathon international BOA de Bamako un rendez-vous régulier, s'améliorant et se perfectionnant au fil des éditions. Cette année, la remise des prix pour les 10 km sera faite au cours d'une soirée gala, nous a confié la présidente de la Fédération malienne d'athlétisme. Départ donc demain matin, tous donc dans le starting block. Le football, la Libye qui succède à la Tunisie au palmarès du championnat d'Afrique des nations de football. En finale de la 3e édition, la Libye s'est imposée face au Ghana par 4 tirs au but à 3. Khalifa Nama nous fait le résumé de cette rencontre.
La Libye sur le toit de l'Afrique, les chevaliers de la Méditerranée réalisent l'exploit en venant au bout des Black Stars du Ghana à l'issue de la séance des tirs au but 4-3. Les 120 minutes de jeu n'ont pas permis de départager les deux formations qui se sont tenues en respect. La grande débauche d'énergie de demi-finale est certainement passée par là. Excepté les quelques occasions lors des prolongations, pas grand-chose à retenir de cette finale. La Libye a dû recourir à 3 séries de tirs au but pour remporter son premier trophée continental, toutes catégories et clubs confondus. Son bilan, une victoire, 5 nuls, 6 buts marqués et 4 encaissés. Le Nigeria se classe 3e après son succès sur le Zimbabwe, 1-0, une réalisation de Chinezo Obiazor. Avec 113 buts, le 3e championnat d'Afrique des Nations de football a été plus prolifique que la précédente édition qui a enregistré 59 réalisations. Le Sud-Africain Bernard Parker est meilleur canonnier avec 4 buts, dont 3 pénaltys, et le Nigérian Christiantus Ejike, le meilleur joueur. Rendez-vous est pris pour 2016 au Rwanda pour un prochain championnat d'Afrique des Nations de football. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'info sur notre chaîne, c'est demain dimanche à 13h. Ce sera avec Mohamed Touré. Mais avant, nous serons avec vous dans Actu Hebdo. Actu Hebdo qui reçoit donc demain M. Mamadou Sidibé. Il est conseiller technique au ministère du Logement. Et M. Modibo Khan Keita, directeur général adjoint des douanes du Mali. Actu Hebdo. C'est à partir de 12h et ça se passe sur l'ORTM. Merci. Excellent week-end.